Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Hugo Benz qui nous fait l'honneur d'être parmi nous entre ce que je disais, entre plein de meetings et également aller chercher la fille à l'école dans pas trop longtemps. Du coup là l'objectif c'est de parler de comment faire 1 million de chiffre d'affaires pour sa boîte sur la première année. Hugo, tu as eu quand même une grosse expérience sur pas mal de boîtes, tu as monté 6 boîtes, tu as aussi La Chapelle qui accompagne des entreprises à scale et à générer de la croissance. Tout d'abord, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. En effet, désolé, un peu speed. C'est moi qui suis arrivé en retard et c'est vrai que dans 15 minutes, je dois aller chercher ma fille au théâtre pour être très précis. Et puis même pour apporter une petite précision, La Chapelle, du coup, c'est pas vraiment d'accompagnement, c'est un startup studio dans lequel en fait on va cofonder des Ouais, boîtes avec des CEO externes qu'on va chercher, avec qui on va cofonder des boîtes pour régler des problèmes que l'on aura nous-mêmes déterminés ou qui nous apporteront. Et nous, on va dire, on va agir vraiment en tant que véritable cofondateur, où on va vraiment être les mains dans le cambouis sur tout l'aspect launch, go-to-market, et pendant un an et demi, être vraiment à leur côté. trop cool. Génial, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je disais, du coup, tu as eu des grosses expériences sur pas mal de boîtes que tu as créées, notamment, j'imagine que tu as une sorte de modèle que tu as mis en place pour chacune de ces boîtes et également que tu dois utiliser pour ton startup studio. L'idée, c'était de partager justement un peu ces étapes pour avoir ce million de chiffre d'affaires. Quels seraient, selon toi, les conseils que tu pourrais donner? Quelles seraient les étapes qu'on pourrait mettre en place? Bah, c'est vrai que ouais, à force, il y a un petit framework quand même, hein. Et en fait, déjà, le premier framework, il marche, il fonctionne vraiment en fait avec la méthode des OKR. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'échecs qui s'expliquent par le fait que certains entrepreneurs sont drivés par de mauvais objectifs, ou même pire, qu'ils ne s'en fixent même pas. Et moi, j'avoue que dès que je monte quelque chose, je parle bien sûr d'une vision comme tout le monde, mais très vite, je passe à la méthode des OKR, donc du coup, qui est de créer ces objectifs et de les calculer avec des résultats clés pour savoir si on les a atteints ou pas. Et donc du coup, ça marche, ça passe par cette première étape. Et ensuite, en fait, il y a pas de secret. C'est que quand on fait un launch d'une boîte, on s'emmerde pas avec tout ce qui est superflu, c'est-à-dire monter, créer les statuts, monter le cabis, Mhm. créer le logo, créer un site web parfait, etc. On est en mode, on est en mode go-to-market, mais direct et en mode chirurgical avec zéro automatisation. À un moment donné, tu as un produit, tu as un service, tu as une proposition de valeur, tu dois régler un problème, tu as une cible. Et ben en fait, là déjà en fait ta première mission avant de faire toute autre chose, d'aller chercher juste un premier client, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et en fait, moi, tu vois, je pense pas être le meilleur growth de tous. Ok. Je pense que je suis un bon gloss, mais pas un génie, tu vois, comme tous ceux qui passent dans ton podcast. Par contre, je suis un bon sales et en fait, je suis un bon sales dans le sens chirurgical du terme. C'est-à-dire qu'à un moment D'accord. donné, moi, tu me donnes, même pas en fait, tu me donnes même pas une liste, je vais la faire moi-même. Tu me dis, tu crées tel produit, telle catégorie de service et tu dois aller la vendre sur telle cible. Je vais me créer ma base de données des 50 noms, des 50 premiers noms que je vais avoir, tu vois, pour tout de suite se faire un premier track record et pour pouvoir aller après name dropper, pour aller chercher toujours plus de clients. Et en fait, là, en fait, où je vais aller vite, c'est trouver le bon contact, le contacter, obtenir un premier rendez-vous, avoir, tu vois, le premier bon message, le premier bon speech, etc. Et en fait, répéter encore et encore. Tu le fais une fois, tu le répètes. Tu le fais une deuxième fois, tu répètes. Tu le fais une troisième fois, tu répètes. Et à chaque fois, tu répètes, mais en améliorant. Tu améliores tes messages, tu améliores tes séquences, encore une fois, sans automatisation, toujours en le faisant à la main, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et en fait, il n'y a pas de secret. Une fois que tu as un peu prouvé que tu as, je sais pas, soit en fait tu te dis c'est après 20 clients ou après
quand tu arrives à 10 000 euros de MRR, tu vois. Chacun, on va dire, son objectif pour passer, on va dire, au step d'après, qui va plutôt être le step de l'accélération. Et en effet, là, tu vas commencer à recruter les sales, à les onboarder, les former, écrire des séquences, commencer à automatiser, commencer à créer ta V1 de sales machine. Et après, il y aura une V2, une V3, une V4, etc., etc. Et en fait, désolé, là, je dis tout ça, on va dire, en mode accéléré. Mais en fait, là, ce que je viens de dire, en fait, c'est le framework que je répète boîte après boîte après boîte, que j'ai fait ça, là, du coup, pendant les 10 premières années de ma vie. Et qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi on monte un startup studio? Bah, c'est pour avoir une boîte dont l'objet social est de monter des boîtes. Et en fait, on va répéter ce framework encore et encore et encore et encore. Ok. Donc là, de ce que tu m'as dit qui est assez intéressant, c'est qu'au début, bah, tu vas pas te casser la tête avec les statuts, tous les trucs comme ça. Bon, faut avoir un minimum de budget, mais l'idéal, c'est de déléguer ce truc où t'as pas du tout de valeur ajoutée, de focus vraiment sur le business, y aller à la mano chirurgicale, parce qu'effectivement, je pense que les grosses qui nous entendent, bah, on va très vite avoir tendance à vouloir automatiser, s'adresser un peu à tout le monde, etc. Et se dire, bah voilà, je préfère la quantité. À l'inverse, tu te dis, ok, je définis bien mon persona, mon offre, ce que je veux vendre et mes OKR entre guillemets, et je focalise dessus à fond à la mano et je vais à fond avec en mode sales quoi, si je comprends bien. C'est complètement ça en fait, et ça pour moi ça sert deux choses. Bah déjà tu vas tout de suite en fait c'est bien quand même de se confronter quand même en perso aux prospects, aux futurs clients, parce que du coup tu vas pouvoir mieux les comprendre, mieux comprendre leurs besoins, mieux comprendre ce qu'ils vont attendre de ton produit, entendre leur feedback même négatif par rapport à ton produit, ton service, ta proposition de valeur, et du coup ça va te permettre déjà d'améliorer ton produit premièrement, et plus tu te confrontes personnellement à la mano, plus tu vas comprendre le marché, plus tu vas comprendre tes prospects, plus tu vas comprendre le persona, plus tu vas comprendre le discours. Et après, meilleur growth tu seras parce que tu sauras adapter, on va dire, ton discours à un marché que tu connais, à un produit que tu connais, à un client que tu connais. Tu Mhm. vois, pour moi, c'est mieux. Et en fait, de toute façon, c'est essentiel pour moi. Encore une fois, j'ai peut-être pas la vérité de le faire dans un second temps, quoi. Très bien. Mais Et le du coup, second temps, il peut arriver au bout de 3 mois, hein, ouais, c'est ça, ça peut aller au final très très même vite, au bout mais de quand 2 mois, même, hein. mais quand même le mettre en deuxième step parce qu'effectivement, c'est pas la P1, l'automatisation. Du coup, j'évoque juste un sujet qui peut-être correspond à pas mal de problématiques de boîtes, c'est qu'effectivement, bah, imaginons que tu pars sur cette démarche-là où tu te dis, vas-y, je me focalise sur un personnage et une offre et je vais attaquer le marché. Au fur et à mesure de tes échanges, tu te rends compte que ton offre, elle est pas forcément bonne, tu t'adresses pas forcément au bon persona. Euh, à quel moment tu pivotes, tu vois, où tu te dis, vas-y, je vais modifier mon offre. À quel moment tu te dis, est-ce que tu te mets des hypothèses d'offres en te disant, vas-y, je vais tester cette offre pendant, je sais pas, 2 mois à fond. Si ça marche pas, et en fonction des retours, tac, je pivote et je fais une autre offre. Mais du coup, je laisse l'ancienne et j'y vais à fond. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Ah déjà même? ben, enfin, là comme ça me dit, ça doit faire longtemps que ça m'est pas arrivé parce que je pense, moi, j'ai quand même rarement pivoté. J'ai eu la chance en fait d'être souvent sur des offres qui sont quand même assez évidentes où j'ai pas réinventé la roue, on va dire. Euh, mais le cas échéant, par contre, tu me parlais de 2 mois. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, si tu vends en mode sales bourrin, déjà pendant 15 jours une offre et que t'as pas une seule vente, bon bah, j'attends pas 2 mois, hein. Je modifie déjà au bout de 15 jours, quoi. Ok. Mm, mm. Ok. Très bien. Et, euh, et du coup, là, aujourd'hui, bah, de cette méthode que tu as mis en place, quels sont un peu les enseignements que tu retires en termes d'erreurs que tu as pu faire auparavant sur tes précédentes boîtes, tu vois? Est-ce qu'il y a Mhm. justement des moments quand tu as lancé la boîte ou les anciennes boîtes, bah, tu as fait des erreurs que t'as pas commis du coup pour les prochaines? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement? Bah, c'est vrai que tu vois, bah, encore une fois, je vais reparler de la méthode des OKR et donc du coup de tout ce qui a un rapport, on va dire, à l'organisation. Parce que du coup, même quand tu es un growth, hein, il y a un temps pour tout. Mais ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs, tu vois, et Mhm. des objectifs chiffrables et mesurables, ce que sont les OKR. Et de dire à un moment donné, voilà, je vais lancer tant d'offres pendant le mois ou pendant le trimestre ou pendant l'année. Je vais créer X séquences, je vais devoir taper X prospects, je vais devoir obtenir X rendez-vous pour mes sales, enfin, etc., etc. Et si tu n'es pas drivé par des objectifs qui sont mesurables, en fait, tu peux jamais savoir si tu es dans les clous ou pas.
Et en fait, tu es toujours en fait, un peu dans la politique du je fais du mieux possible. Et ça, en fait, du coup, tu peux jamais savoir si tu es satisfait ou pas. Parce que du Mhm. coup, quand tu es dans la situation, en fait, de j'essaie de faire le mieux possible, bah, du coup, tu jamais satisfait et tu bosses encore et encore et encore et encore. Et en fait, tu ne sais même pas, en fait, si tu as atteint un objectif puisque du coup, tu n'en as pas fixé. Et moi, Ok. j'avoue que ça fait 15 ans que j'entreprends et ça fait à peine 4 5 ans que je me fixe vraiment des objectifs. Et ça, en fait, c'est l'erreur que j'ai faite auparavant et que je fais plus du tout aujourd'hui, quoi. Ok, ça va être ultra intéressant si on focus justement sur les OKR. Du coup, c'est des trucs assez chiffrés, mesurables. Et du coup, là, on parle pas mal de. T'as donné pas mal de KPIs commerciaux. Est-ce que tu as d'autres KPIs que tu vas mettre en place au début quand tu vas le lancer, ou même pas du tout, où tu te dis vraiment, je me focus que sur la partie sales parce que c'est celle-ci qui m'intéresse. Bah, franchement, on va pas se mentir, hein. Moi, quand on se lance, en fait, tu peux avoir deux OKR quand tu te lances. Tu as un OKR produit et tu as un OKR sales, enfin un OKR customer, quoi. Ok. Mais l'OKR sales, l'OKR du chiffre, ça restera toujours quand même la KPI principale, quoi qu'on en dise. Et justement, la mettre en OKR numéro un, ça permet en fait de pas se raconter de salade et de pas s'inventer d'excuses pour ne pas aller vendre, parce que du coup, bah, il faut faire le produit, il faut préparer le marketing, il faut préparer la com, il faut préparer tel truc, voilà, où on en a rien à foutre. Parce que quand tu commences, il faut aller te confronter, il faut aller vendre, il faut faire du chiffre, surtout quand tu es bootstrap. Et, il faut aller, voilà, il faut aller vendre pour améliorer ton produit, pour aller te faire connaître, pour avoir tes premières têtes de gondole, tes premiers track records. Et ça reste l'OKR principal. Et si aujourd'hui, au début, bah, en fait, tu débutes, tu montes ta boîte, donc t'as un growth qui est entrepreneur, en fait, la première chose sur laquelle tu dois passer les trois quarts de ton temps, c'est aller vendre ton truc, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a des leviers justement que tu as identifiés qui marchent très bien, surtout au début, pour justement bien vendre ton produit? Là, tu parlais effectivement d'une liste que tu faisais de 50 chirurgicales. Est-ce que, Mm. je sais pas, tu as touché le réseau, tu as des événements, est-ce que tu as des leviers Bon, comme ça que tu aimes bien? moi, au début, je commence par le plus simple. Je me fais une liste du coup, de 50 boîtes que je vais aller taper. Mhm. Franchement, si je donne vraiment les étapes, taper le nom de cette boîte, de la boîte numéro 1 dans LinkedIn. Je regarde avec qui, s'il y a l'un de ces teammates avec lesquels je suis connecté. Je me prépare un premier message type. Le premier message type, en fait, c'est juste aller cibler le bon interlocuteur qui va répondre, on va dire, qui va répondre, on va dire, aux besoins que je veux vendre. Et donc là, en fait, je vais avoir un mail tout simple qui fait 3 lignes. Bonjour machin, comment tu vas? Je suis en train de lancer telle offre, est-ce que tu peux m'aider et m'indiquer qui va être le meilleur interlocuteur chez X pour cela? Basta. Je l'envoie à 5 6 personnes dans la boîte. Donc, si je suis connecté avec 5 6 personnes, tant mieux. Si je suis connecté qu'avec une ou deux, et ben après, je vais aller me connecter et envoyer un message à 3 4 autres personnes que je vais un peu cibler. Si je veux cibler plutôt le service marketing, bon bah je vais pas envoyer ça au mec des RH ou au CTO. Je vais me Mhm. concentrer sur les gens du marketing. Et forcément, quand tu l'envoies à 5 personnes, tu en as forcément une qui va te répondre, qui va te dire c'est machin qui s'en occupe. Bim, t'as le bon interlocuteur, t'as le bon nom. Ça c'est done. Tu fais ça pour les 50. Donc en fait, en vrai, ça te prend 2 jours de faire ça, hein. Tu vois, Ouais. normalement, si tu es bon, en 2 jours, tu as les 50 noms, donc les 50 clients idéaux que tu te rêves pour démarrer. Tu as les 50 interlocuteurs qu'il te faut. Et maintenant, tu as un deuxième message que tu vas envoyer à cet interlocuteur-là, où tu vas rentrer un poil plus dans la vente pour, Mhm. euh, pour obtenir, on va dire, un premier rendez-vous avec lui. Et c'est ça, hein. L'étape d'après, du coup, c'est le rendez-vous. Tu lui présentes ton truc, tu lui fais une démo si tu en as une, etc. Et après, Et, l'étape d'après, c'est la propale et l'étape d'après, c'est la vente, quoi. et du coup, là, quelle est ton approche justement sur cette premier rendez-vous que tu fais avec la personne? Est-ce que tu arrives dans en mode phase de découverte, 30 minutes, où tu captes les besoins et après tu refixes un créneau pour proposer ton offre? Est-ce que tu proposes ton Ouais. offre directement dans une démarche, j'aimerais la co-construire avec toi? Comment tu... Ouais, t'as presque répondu à ma place. J'aime bien quand même qu'il y ait une demi-heure pour un premier meeting, mais des fois, parfois, ça peut être un quart d'heure. Et vraiment, en fait, j'arrive jamais là en mode sales, je vais lui vendre ma cam ou quoi. C'est vraiment là, t'as un quart d'heure ou une demi-heure pour faire une première très bonne impression. Et du coup, créer une relation avec la personne. Et du coup, toujours arriver avec une grande humilité et de dire que tu es en train de créer une offre et tu as utilisé un mot qui est hyper intéressant et que j'utilise à chaque fois. C'est, voilà, mon but,
c'est de co-construire cette offre avec vous. Et là, tu es là pour créer une relation. Tu essaies de faire la meilleure première impression possible. Tu te donnes, j'allais dire l'illusion, mais non, c'est pas du tout l'illusion. Tu te donnes l'impression, et qu'il y ait une vraie impression à ton prospect, que tu veux co-construire l'offre avec lui. Bon, bah déjà là, pendant une demi-heure, tu as marqué beaucoup de points. L'étape d'après, c'est tout de suite pareil, montrer que tu es réactif, etc. T'envoies un CR de rendez-vous dans la demi-heure qui suit. Enfin, allez, dans l'heure qui suit. Faut au moins que ça soit le jour même. Si tu étais le matin, tu l'envoies avant midi. Si tu l'après-midi, tu l'envoies avant 18h. Et t'envoies, on va dire, un premier CR de rendez-vous où tu notes toutes les pistes que vous avez vues ensemble. Et là, tu essayes quand même de construire un premier draft d'offre, tu vois, qui va être en fait la base d'échange. Et tu vois, là, tu montres bien que tu n'es pas en train de lui faire une offre en mode, tu lui fais un devis. Tu lui fais un premier draft d'offre qui est la première brique aux futures discussions que l'on va pouvoir avoir ensemble. Tu vois, tu utilises ce genre de phrases et de mots qui te donnent encore une fois toujours l'impression que tu n'es pas en mode vendeur à la con. Tu es vraiment en mode, tu crées une relation avec lui. Dans tous les cas, il a un besoin, puisque de toute façon, il a pris le rendez-vous. Toi, tu vas pouvoir répondre à ce besoin, mais tu es humble. Donc, tu vas vouloir créer le produit avec lui. Et du coup, pourquoi pas arriver sur une phase de test avec un budget de test. Tu veux pas lui vendre le plus gros truc dès le départ. Tu veux juste mettre un pied chez lui, quoi. Ok, je vois. Et du coup, après. Et normalement, si tu as été bon, si ton produit si ton produit est bon, si tu as été bon, et si vraiment, encore une fois, il a le besoin, normalement, à l'issue de ça, je sais pas, le taux de transfo, c'est 50%, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand tu présentes l'offre, tu vas pas avoir un truc déjà packagé que toi, tu as construit de ton côté et lui imposer, mais plutôt prendre les insights que tu avais dans le compte-rendu et que vous avez eu dans l'échange et puis le peaufiner en mode sur mesure. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut multiplier les échanges à la mano, à l'oral au début, parce qu'en fait, c'est à l'issue de ces 50 premières interviews que du coup, tu vas arriver à l'offre la plus pertinente possible et qui répond, on va dire, à un besoin le plus évident. Et ça, tu arrives au bout d'un mois ou deux, et en fait, du coup, l'offre que tu vas créer, elle est complètement différente de l'offre que tu avais en tête 2 mois, 3 mois auparavant. Pourquoi? Parce que tu t'es confronté au marché, et c'est le marché qui a toujours raison, et le marché, c'est mieux que toi, quoi. Ok. Et à partir de quel moment tu te dis, ok, bon, là, je switch, c'est bon, j'ai fait mes quelques clients, j'ai commencé à avoir, tu vois, je commence à avoir des noms, et là, tu packages un truc et que tu arrives du coup moins dans une démarche de co-construction. Ça, je te dis, tu valides quoi? Ouais, franchement, souvent, c'est quand même, c'est au bout de 2-3 mois, c'est au bout d'un certain nombre de clients, au bout d'un certain chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est surtout au bout d'un certain en fait degré de maturité de ton offre. C'est-à-dire que c'est au moment où tu commences à être quand même assez fier de ton offre et tu sais que voilà. Alors même si le mieux est toujours l'ennemi du bien, tu dis voilà, maintenant cette offre elle a de la gueule. Maintenant, je commence à la packager et je commence à aller la vendre. Tu vois, au bout d'un moment, la co-construction, c'est très bien au début, mais ça va bien 5 minutes, quoi. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon, super clair. En vrai, là, on arrive, il est 43. Tu m'as dit 45 maximum. Et il va falloir que j'y aille parce que je suis à un quart d'heure. À la fin, il faut pas du tout que je te retarde. J'avais juste une dernière question. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Écoutez, je pourrais donner un conseil, je sais pas, de mon outil préféré, mais je pense qu'il est l'outil préféré de tout le monde et moi qui m'a changé quand même pas mal la vie sur, du coup, la gestion de projet et du coup, le départ de projet, parce qu'aujourd'hui, là, en 4 mois, on lance quand même 4 boîtes. Donc, du coup, je suis habitué un peu au lancement et j'ai tout fait avec Notion. Et moi, tu vois, j'ai mis du temps à me mettre à cet outil et maintenant, je peux plus m'en passer et ça me fait gagner un temps fou. Magnifique. Très bon conseil. Merci à toi, Hugo. Merci beaucoup, Alexis. Désolé pour ce court timing, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger. En tout cas, merci pour l'invitation. Grand plaisir. Avec grand plaisir, Hugo. À très vite. Prends soin de toi. Ciao. Merci, Alexis. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.